Vous avez probablement déjà entendu parler du gothique et du roman comme étant deux grands styles de l'architecture, de la sculpture, de la peinture. Mais est-ce que vous êtes vraiment en mesure de les différencier? Est-ce que vous auriez me dire si ça c'est du roman, si ça c'est du gothique, ou l'inverse? Hello, moi c'est Capucine, je suis passionnée d'histoire de l'art et aujourd'hui je voulais vous éclairer un petit peu sur l'art au Moyen-Âge et notamment sur ces deux grands styles qui sont les plus célèbres du Moyen-Âge qui sont le roman et le gothique. Ces deux styles qui naissent en France, donc on va parler de la France essentiellement, et c'est des styles qui s'illustrent dans plusieurs domaines, mais aujourd'hui on va parler que d'architecture parce que déjà c'est ce qui est le plus illustré à travers les églises, les basiliques, les cathédrales. Et puis aussi parce qu'en fait la sculpture, la peinture, etc. ne suivent pas tout à fait les mêmes courants et les mêmes évolutions stylistiques. Alors, le Moyen-Âge, c'est une période très longue puisqu'elle dure du 5e siècle au 15e siècle, donc c'est très long ce que je viens de dire, mais c'est quand même très mal connu et donc je voudrais essayer aujourd'hui de vous expliquer qu'il y a quand même un bon nombre de styles qui se sont succédés durant ces 1000 ans. Et tout va commencer ici par l'art roman. Le roman, on l'a appelé comme ça a posteriori, donc c'est les historiens de l'art et les historiens qui les ont appelés comme ça, parce qu'en fait on trouvait que par rapport à l'art gothique, l'art roman est encore assez proche d'un style antique, et donc romain, roman, voilà. On considère que ce style naît à peu près en l'an 1000 et dure à peu près jusqu'en 1200, bon, même si selon les régions, c'est pas tout à fait pareil partout en France, il y a des régions pour lesquelles ce sera un peu plus long, d'autres où ce sera un peu plus court. Ces 200 ans sont divisés en deux phases, le premier art roman qui dure en gros de 1000 à 1100 et le deuxième de 1100 à 1200. C'est facile. Pour être sûr de reconnaître un bâtiment du premier art roman, il faut regarder la construction, les pierres qui ont servi à construire l'église. En l'occurrence, si c'est des pierres de petite taille, on dit que c'est du petit appareil, et bah c'est du premier art roman. Pour du premier art roman aussi, il faut que la nef, qui est donc l'axe principal de l'église qui part vraiment du portail et qui va jusqu'à l'autel, il faut que cette nef elle soit voûtée en berceau, ça veut dire en demi-cercle. Ces arcs en berceau ils sont vraiment caractéristiques de l'art roman et en général c'est ce qui saute en premier aux yeux aux gens. C'est pas une science exacte mais c'est vrai que c'est une façon assez facile de repérer ce qui est du roman et ce qui est du gothique. Et dernier point pour le premier art roman, c'est les lésènes qui sont, je vais vous mettre une image parce que je pense que je vais avoir du mal à vous expliquer, mais en gros c'est des espèces de reliefs sur la façade qui permettent de décorer un petit peu et de donner des jeux de relief, d'ombre et de lumière. Et maintenant pour le deuxième art roman, et à partir de 1100, les architectes ils vont perfectionner leur technique, ils vont utiliser du moyen ou gros appareil, donc des pierres de moyenne taille ou de grosse taille, et ça va leur permettre en fait de faire des bâtiments plus grands, avec des fenêtres plus grandes, donc des bâtiments plus lumineux. Mais on garde les arcs en berceau et les voûtes d'arêtes qui existaient déjà depuis l'Antiquité. Pour ceux qui habitent dans les Pyrénées ou près de Perpignan, il y a une abbaye qui s'appelle l'abbaye de Saint-Martin de Canigou, qui est représentative du premier art roman, où on voit vraiment que c'est un bâtiment qui est pas très grand, qui est très épais, qui est très sombre parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, enfin il n'y a pas beaucoup de... les fenêtres sont pas très grandes, et voûté vraiment en berceau. Et maintenant si je vous montre la cathédrale de Vézelay, vous pouvez voir que c'est du deuxième art roman, que c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus lumineux, donc on voit vraiment une évolution dans les techniques architecturales. Maintenant, le gothique. Il va naître dans la basilique de Saint-Denis, donc en région parisienne, en 1130. Donc je sais, je vous ai dit que le roman durait jusqu'en 1200, mais en fait les deux styles coexistent, c'est-à-dire que le gothique apparaît au moment où le roman est encore à la mode. Donc le style gothique naît en région parisienne, mais il va se développer peu à peu en France à partir de 1160 à peu près, et il va durer jusqu'au 15e siècle, donc c'est vraiment un style qui a beaucoup de succès. D'ailleurs globalement si vous pensez à une église du Moyen-Âge, vous pensez à du style gothique, c'est ce qui caractérise les édifices du Moyen-Âge, et c'est un style qui aura tellement de succès qu'il va même s'exporter en Europe. Et l'histoire du style gothique commence avec un personnage qui est l'abbé Suger. Ce monsieur, pour que vous le resituez un petit peu, eh bien, il est né dans une famille qu'on connaît pas très bien, mais en tout cas sa famille l'a donné comme oblat à l'abbaye de Saint-Denis quand il avait 9 ans. Donc c'est-à-dire qu'il a été confié à des moines qui se sont occupés de son éducation, il a vécu avec eux, il est allé aux messes avec eux, aux prières, etc. D'ailleurs, c'est là-bas qu'il a rencontré le futur roi Louis VI, qui avait le même âge que lui. Bon, sans trop de surprise, il devient moine à son tour, et à 28 ans, il est nommé abbé. Abbé, ça veut dire qu'il est le chef de l'abbaye. Et c'est quelque chose d'être abbé à Saint-Denis, parce que Saint-Denis, en fait, c'est une
une abbaye et une église qui est très liée au pouvoir royal, parce qu'en fait c'est là-bas qu'on enterre les rois de France, et c'est aussi là-bas qu'on conserve les objets du sacre du roi, donc c'est vraiment un endroit très important, c'est un rôle très important qu'être l'abbé de Saint-Denis. En plus de ça, quand Louis VI devient roi, finalement, parce qu'à un moment il grandit, et il nomme l'abbé Suger comme étant son conseiller, donc en gros son ministre. Donc vraiment, Suger à l'époque, c'est quelqu'un. Et c'est donc dans ce contexte que Suger décide de faire un chantier pour agrandir la basilique de Saint-Denis, et il va décider de faire ça dans un nouveau style. En fait, notre abbé Suger, il lit les textes de Denis l'Aréopagite, qui est un grec qui a vécu 600 ans avant lui, en gros. Ce monsieur, Denis l'Aréopagite, il a mené une réflexion selon laquelle il pense que c'est la matérialité qui nous permet de nous approcher de Dieu. Dans le sens où, comme Dieu a créé le monde qui nous entoure, c'est en contemplant le monde qui nous entoure qu'on peut se rapprocher de lui. Et ça, Suger, ça lui parle vraiment, il adhère complètement avec cette idée-là, et en l'occurrence, il va avoir une fixette avec la lumière. Pour lui, la lumière est une création de Dieu, donc il faut la contempler, et en plus de ça, la lumière vient directement du ciel, tout ça, donc il y a un lien vraiment direct qui se fait par là. C'est comme ça que Suger demande pour son chantier de Saint-Denis des fenêtres très grandes qui laissent passer la lumière. Et comment est-ce que c'est possible? Parce que comme on en a parlé juste avant, l'art roman permettait pas trop d'avoir de grandes fenêtres. Parce que à un moment il faut quand même tenir l'édifice, si tu perds des fenêtres, ça fragilise tes murs. Et bien en fait il va utiliser une technique qui est la voûte sur croisée d'ogive. Donc je pense que je vais vous mettre un schéma parce que c'est pas hyper simple à expliquer. Mais en gros on a une voûte, donc en gros le plafond quoi si vous voulez, qui tient seulement sur 4 nervures qui reposent sur des piliers ou des colonnes, enfin sur les 4 coins en gros. Ce qui fait qu'en fait les murs ne sont plus porteurs. Et donc on peut à ces endroits-là mettre de fenêtres sans problème. Ça c'est l'innovation majeure du gothique. C'est ces grandes fenêtres qui permettent de faire rentrer la lumière, qui permettent aussi qu'on fasse vraiment se développer l'art du vitrail. Et voilà. A partir de 1160, je vous l'ai dit, le gothique se développe dans le reste de la France. On rentre dans une période qu'on appelle le gothique classique. Et à ce moment-là, en fait, les architectes ont compris le système des croisées d'ogive, ils se sont perfectionnés et ils ont compris que comme le poids ne repose que sur 4 bases, et bien si ces bases-là sont solides, il n'y a aucun souci pour faire monter l'édifice. Et donc ils vont en fait vraiment jouer sur la hauteur de l'édifice et on va avoir une espèce de course dans toute la France de qui aura l'église la plus haute. Et il y a vraiment une compétition sur s'élever de plus en plus quoi. Pour vous donner une idée, Notre-Dame de Paris c'est 35 mètres de haut, la cathédrale de Chartres c'est 37 mètres de haut, la cathédrale de Bourges c'est 41, c'est énorme, genre vraiment, bon évidemment les distances que je vous donne, enfin les hauteurs que je vous donne là c'est au niveau de la voûte, hein. C'est pas les tours qui sont au-dessus qui sont évidemment plus hautes, mais c'est énorme, quand vous voyez comme les murs sont très peu épais, c'est une question de... bref, c'est incroyable. Donc comme je vous dis, on est dans une espèce de compétition à qui aura la plus haute, qui réussira à toucher le ciel presque. Et donc évidemment cette compétition va jusqu'à finalement un effondrement. Cet effondrement c'est à Beauvais où on a tenté les 48 mètres de haut. Et non, ça n'a pas fonctionné. Alors l'effondrement a eu lieu quand le chantier n'était pas encore fini. Si vous voulez aller à Beauvais, vous pouvez toujours voir le chœur de l'église qui tient toujours debout et c'est impressionnant parce que c'est particulièrement grand. Donc ils ont évidemment arrêté le chantier et ils se sont rendus compte que ce n'était pas raisonnable et donc ça a calmé un petit peu l'ambiance partout en France où ils se sont dit ok on va essayer de faire des édifices qui tiennent debout et c'est déjà pas mal. Comme je vous disais, l'art roman est particulièrement reconnaissable avec ses arcs en plein cintre, là, enfin en demi-cercle. Même si c'est pas caractéristique de l'art roman parce que ça existe depuis l'Antiquité, mais là où la différence qui va se faire avec l'art gothique, c'est que dans l'art gothique vous avez beaucoup plus d'arcs brisés. Donc effectivement c'est pas une science exacte pour reconnaître l'un ou l'autre, mais c'est vrai que l'art gothique utilise beaucoup plus d'arcs brisés et ça va vraiment être systématique à partir du gothique classique ou du gothique rayonnant que nous voyons maintenant. Le gothique rayonnant on est en 1250, donc là le roman est vraiment derrière nous. Et on a vraiment une perfection de la technique des voûtes sur croisée d'ogive. Et là, la nouvelle obsession des gens, bon, même si on est toujours sur cette obsession de la lumière, là, ça va être d'élargir vraiment les fenêtres, encore et encore, de
laisser aux fenêtres la plupart de l'espace. Si vous êtes déjà allé à la Sainte-Chapelle, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que vraiment à la Sainte-Chapelle, c'est flagrant que les 3/4 du mur sont occupés par des vitraux et 1/4 par le mur. Donc évidemment on se demande comment ça tient debout, et bah comment ça tient debout avec en fait un cercle, enfin plusieurs cercles de fer autour de l'édifice qui permettent de maintenir tout ça, parce que sinon évidemment que c'est très compliqué de te faire tenir ça debout. Donc en fait c'est une espèce de béton armé un peu avant l'heure si vous voulez, sauf que c'est pas du béton, mais ils ont rajouté quand même du métal dans l'architecture, c'est une innovation de fou quand on y pense. Ça tient également grâce aux arcs-boutants, qui sont ces espèces de morceaux là. Moi je trouve que ça ressemble un peu à des pattes d'araignée en fait, je trouve pas ça très beau, mais en même temps c'est essentiel parce que vraiment sinon l'édifice tombe complètement. Le gothique rayonnant, c'est aussi l'apparition des grandes roses, comme vous en avez notamment à Notre-Dame de Paris. C'est aussi de plus en plus de richesse dans les décors architecturaux. On a par exemple des gables qui se trouvent au-dessus des portails et qui permettent encore de rajouter du raffinement décoratif à l'édifice. Et finalement, au XVe siècle, on arrive à l'apogée du style gothique, qu'on appelle le gothique flamboyant, qui lui se caractérise avec encore plus de décors, des motifs d'accolade, des motifs de choux frisés, des motifs de remplage encore plus complexes. Les remplages, en gros, c'est les motifs qui sont dessinés dans les vitraux avec la pierre. Je pense que vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Et voilà, qui sont de plus en plus complexes. Donc vraiment une richesse décorative encore supérieure. C'est le cas notamment à la Sainte-Chapelle de Vincennes où on voit tout ça, là les remplages compliqués, les choux frisés, vraiment la façade est très très décorée. Bref, tout ça est bien exemplifié là-bas. C'est à cette période que le gothique va s'exporter à l'étranger, et d'ailleurs quand il s'exporte à l'étranger on appelle ça du gothique tardif et pas flamboyant. Voilà, je sais pas pourquoi est-ce qu'on s'embrouille avec deux termes, mais pourquoi pas. Et donc ça s'exporte à l'étranger, notamment en Angleterre et en Italie. Ils font pas exactement comme notre gothique de français, je sais pas pour qui je me prends, mais ça reste quand même vraiment inspiré du gothique français, parce que vraiment les Italiens et les Anglais ne construisaient pas du tout comme nous avant. Donc c'est pas exactement le même que celui qu'on trouve en France, parce qu'ils ont leur petite particularités locales, leurs petites traditions et tout, mais c'est très inspiré des techniques qu'on trouve en France et de l'esthétique française. Oui, bah ça y est, vous connaissez tous sur le gothique et sur le roman. Normalement, c'est quand même deux styles qui sont assez différents. La prochaine fois que vous passerez devant une église, il faut quand même savoir que la plupart des églises ont connu plusieurs phases de construction, et donc il y a quand même une coexistence de plusieurs styles dans un même édifice. C'est rare d'avoir un édifice qui corresponde parfaitement au gothique rayonnant. C'est rare, ça arrive, mais il n'y en a pas beaucoup. Et parfois, on a même des édifices qui combinent le style roman et le style gothique. Bon, normalement, on arrive à différencier les deux parties du coup de l'église, mais c'est possible. Aussi, il faut savoir qu'en France, on a beaucoup d'églises qui ont été construites après le Moyen-Âge, donc qui ne dépendent pas du roman ou du gothique. Après, les églises construites au 19e, souvent ils essayent de faire des références à ce qui s'est passé avant, et notamment au gothique, donc on peut avoir pas mal d'édifices néo-gothiques, donc c'est pas du tout original et c'est pas du tout... Enfin, ça correspond pas à ce à quoi ressemblerait une église à l'époque médiévale, mais on peut retrouver des petites inspirations, des trucs que les gens du 19e ont observés sur les églises du Moyen-Âge. Maintenant, petit quiz pour voir si vous avez bien suivi et si j'ai été assez claire. Donc donnez-moi vos réponses en commentaire, et puis sinon moi je vous mettrai les bonnes réponses dans la barre de description. Question 1, dites-moi, est-ce que c'est du gothique ou est-ce que c'est du roman? Église numéro 2, est-ce que c'est du gothique ou est-ce que c'est du roman? Église numéro 3, est-ce que c'est du roman ou est-ce que c'est du gothique? Et pour la question numéro 4, je vais vous prendre directement avec moi et vous mettre dans une petite mise en situation, comme ça vous êtes vraiment comme si vous visualisiez une église en vrai. Je vous retrouve à la cathédrale d'Angers, donc c'est pas mal venteux, j'espère que vous m'entendez quand même. Je vais vous faire quelques plans de la façade et ensuite de l'intérieur, et dites-moi, est-ce que c'est roman ou est-ce que c'est gothique? Bon, en plus là il y a des travaux, mais ça devrait passer.
Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des trucs. Et puis nous on se retrouve très bientôt sur YouTube une prochaine fois, abonnez-vous, je vous fais des bisous.